Bien, bonjour les secondes. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances et que vous êtes prêts pour cette dernière ligne droite qui doit nous mener jusqu'aux vacances d'été. Alors, je ne sais pas trop comment ça va se passer dans les jours et dans les semaines qui viennent, par rapport au déconfinement, par rapport à votre retour qui est potentiellement, hypothétiquement envisagé début juin. Je n'y crois pas beaucoup, mais bon, on va essayer de, en tout cas, faire comme si et surtout continuer à essayer de maintenir le fil comme on faisait avant les vacances. Donc là, je vais essayer toujours de vous faire, des vidéos assez régulièrement pour essayer de rendre le cours un peu plus vivant que par le seul biais, d'une trace écrite. Et donc là, bon, je vous ai fait le corrigé écrit de l'activité, sur Colbert, mais je tenais également à vous en faire un enregistrement vidéo pour, éventuellement, justement rajouter quelques détails supplémentaires qui pourraient vous intéresser. Donc, cette activité s'intitulait Une politique mercantiliste, un domaine d'intervention de l'État pour affirmer sa grandeur. Donc, c'est l'activité que vous deviez faire au cours de la séance numéro 2. Donc, la première étape, c'était d'écouter une émission radio, hein, sur Jean-Baptiste Colbert, qui avait été diffusée pardon, sur France Inter dans l'émission très intéressante qui s'appelle 2000 ans d'histoire. Et je vous demandais juste d'écouter les 10 premières minutes. Et vous deviez compléter un tableau en sélectionnant des éléments dans l'émission, donnant la date et lieu de naissance de Jean-Baptiste Colbert, son origine sociale, sa formation, ses études et son début de carrière et les postes occupés en 1661. Alors, si vous avez bien écouté l'interview, ou du moins l'émission, pardon, vous avez dû entendre que Jean-Baptiste Colbert était né en 1619 à Reims, donc dans le département de la Marne actuel, mais qui n'existait pas à l'époque, mais la région que vous connaissez aussi sous le nom de Champagne. Son origine sociale, il était issu d'une famille du grand négoce, hein, donc le grand négoce, les négociants, ce sont des grands marchands, des grands commerçants et des marchands banquiers. Donc il avait, et ça va être intéressant pour la suite de sa carrière, déjà des formations dans le domaine de la finance. Il avait naturellement, il baignait dans le domaine de la finance. Au niveau de sa formation et ses études, justement, il est resté dans le giron familial et dans la tradition familiale. Il a travaillé dans la finance, dans une banque italo-lyonnaise. Il a été notaire également et il a donc eu une formation juridique très complète parallèlement à sa formation de marchand. Au début de sa carrière et les postes qu'il a occupés en 1661, il était commissaire à la guerre. Donc il était chargé notamment, c'est un poste très important, du ravitaillement des armées, c'est-à-dire de l'intendance. En gros, donc du ravitaillement notamment en termes d'équipement et surtout de nourriture. Donc un poste extrêmement important. Et puis, c'est un poste qui est associé à l'administration des finances. Et puis, en 1661, il devient intendant des finances, c'est-à-dire en quelque sorte, si vous voulez, le ministre du budget actuel, donc un poste extrêmement, éminemment important, c'est-à-dire c'est lui qui tient les cordons de la bourse et qui gère les finances royales. Ensuite, l'étape 2 ou l'exercice 2, si vous voulez, correspondait à une analyse d'un document intitulé L'économie du royaume selon Colbert. Donc c'est un document, ce sont des mémoires en fait, donc c'est l'autobiographie, si vous voulez, de Colbert, où il donne sa vision de l'économie du royaume, sa vision très personnelle. Et donc je vous demandais de relever les éléments de la puissance d'un État, selon Colbert, et comment ce même personnage, ce même Colbert, pense-t-il accroître, donc augmenter la puissance de la France. Donc il va expliquer comment il compte procéder. Alors pour Colbert, la puissance d'un État, elle dépend de l'abondance d'argent dont dispose pas Colbert évidemment, mais cet État. Et donc pour accroître cette puissance, il faut donc augmenter la quantité d'argent qui, je le cite, roule dans le pays, c'est-à-dire qui en fait il circule, qui est présent dans ce pays. Et pour cela, il préconise trois moyens. Il dit dans le texte, trois voies permettent d'y arriver. Première voie, attirer l'argent des pays d'où il vient. Deuxième voie, le conserver au-dedans du royaume. Et troisième voie, empêcher qu'il n'en sorte. Je traduis, attirer l'argent des pays d'où il vient, c'est-à-dire développer l'économie du pays, donc de la France, et notamment la fabrication de produits manufacturés, c'est-à-dire de produits fabriqués à la main, notamment du tissu, des meubles, de la vaisselle, donc faire des produits de luxe, de qualité dans des manufactures royales, pour que les pays étrangers, les clients étrangers achètent ces produits. Et ainsi, ils vont faire rentrer de l'argent dans le pays, dans le royaume. Ça, c'est le premier moyen, attirer l'argent des pays d'où il vient. Le conserver au-dedans du royaume et empêcher qu'il n'en sorte, les deux sont un peu liés, c'est-à-dire faire en sorte que cet argent soit réinjecté et investi dans l'économie du pays pour ne pas en sortir
et que les Français s'auto-suffisent, s'auto-alimentent autour des manufactures royales pour que cet argent ne sorte pas du pays. Il souhaite également, toujours dans ses mémoires et dans ce document, il souhaite également développer le commerce maritime avec des pays étrangers pour enrichir le Royaume de France, en fondant notamment, et on y reviendra un tout petit peu plus tard, des compagnies maritimes. Enfin, je vous avais donné une étape 3 à faire, et c'était l'étape la plus longue, puisque je vous disais d'utiliser un dossier documentaire, donc les documents suivants, hein, tout ce dossier-là. Il fallait utiliser ce dossier documentaire pour répondre à 3 consignes. Premièrement, trouver les éléments dans le dossier qui évoquent l'objectif d'enrichir le pays. Deuxièmement, quelle est la volonté d'ouvrir le pays vers le plus grand large. Et petit c, le rôle moteur de l'État dans cette politique. Donc chacune des consignes nécessitait de compulser le dossier et de voir tous les documents pour voir quels éléments pouvaient aller dans quelle consigne, ou répondre à quelle consigne. Donc concernant l'objectif d'enrichir le pays, dans le document 2 décrivant le colbertisme, l'ambassadeur de Venise écrit que, je le cite, le but de Colbert est de rendre le pays entier supérieur à tout autre en opulence, abondant en marchandises, n'ayant besoin de rien et fournisseur de toutes choses aux autres États. Donc, le Royaume de France souhaite donc produire des biens qui le rendent autonome. C'est ce qu'expliquait Colbert hein, dans l'économie selon Colbert, et autosuffisant, donc n'ayant plus besoin d'acheter des produits de l'étranger, et qu'au contraire, ce soit les pays étrangers qui aient besoin d'acheter les produits français. Les manufactures françaises vont donc copier, Dixit, l'ambassadeur de Venise, elles vont emprunter les meilleures techniques de l'étranger pour faire en sorte de les améliorer et de pouvoir produire des biens de meilleure qualité et donc de ne pas dépendre de l'étranger. Comme le disait l'ambassadeur de Venise, on s'efforce de prendre la fleur de ce que produit le monde entier, c'est-à-dire on s'efforce de prendre le nec plus ultra produit par le monde entier, et cela contribue à enrichir le royaume, car de toutes parts affluent les commandes pour s'en fournir. Donc a priori, ça marche. L'étranger adresse des commandes aux manufactures royales françaises pour acheter des biens. Donc ça fait rentrer de l'argent frais en France. Le roi de France, Louis XIV, n'hésite pas à attirer dans son pays les meilleurs artisans étrangers, comme le montre le document 3. Donc ce document 3 est une lettre de privilège accordée par Louis XIV à Jos van Robbe, un protestant hollandais en 1665. Et ce document 3 est intéressant parce que justement ce sieur van Robbe, il est un excellent drapier, il a une excellente réputation, c'est un excellent ouvrier. Et donc le roi Louis XIV souhaite l'attirer dans ses manufactures en France pour qu'évidemment il amène son savoir-faire, lui et ses ouvriers. Alors pour l'attirer, eh bien, vous savez, hein, si on veut attirer des gens de qualité, eh bien, il faut y mettre le prix. Donc, il lui offre évidemment d'excellents revenus, un excellent salaire. Il lui offre la nationalité française. Il lui offre la possibilité d'exercer la liberté de culte alors que ce Jos van Robbe est protestant et que le roi est catholique et qu'à l'époque, les protestants ne sont pas très bien vus, même s'ils sont encore sous la protection de l'édit de Nantes d'Henri IV, mais bientôt Louis XIV mettra fin à cette tolérance par l'édit de Fontainebleau en 1689. Il les exempte de tout impôt, donc ils n'ont aucun impôt à payer. Ils vont donc recevoir une somme énorme de 12 000 livres, donc c'est une somme plusieurs centaines ou plusieurs millions d'euros. Hein. Et en plus, l'entrepreneur sera en situation de monopole dans les environs de 10 lieues autour d'Abbeville, la ville où il va s'établir, puisqu'il est marqué à la fin du texte, nous avons, c'est interdit à toute autre personne d'établir dans la dite ville et à 10 lieues aux environs pareille manufacture. Donc le roi de France fait tout pour attirer les meilleurs ouvriers européens en France. Et je vous dis, ce qui est d'autant plus intéressant, c'est de voir que le roi, dans ce cas, n'est pas très regardant en matière de religion, tant que cela est utile au développement du pays. Ensuite, concernant la volonté d'ouvrir le pays vers le grand large, c'est-à-dire le petit b, c'est-à-dire, alors par le grand large, l'expression grand large, certains m'ont demandé qu'est-ce que ça signifie, c'est-à-dire par-delà les mers.
Donc le document 4, qui est une gravure, montre la fondation par Louis XIV de la Compagnie des Indes orientales en 1664. Donc c'est ce document ici, hein, il n'est pas de très bonne qualité, mais à droite cependant, vous pouvez apercevoir le roi Louis XIV sur son trône. Au centre ici, vous avez les fondateurs de la compagnie et à gauche, vous avez les peuples représentés des Indes orientales. Alors, ce qu'on appelle les Indes orientales, c'est les Indes telles que vous connaissez, l'Asie de l'Est en quelque sorte, puisque les Indes occidentales, l'Ouest, ça va être celles que pensait avoir découvert Christophe Colomb, c'est-à-dire l'Amérique, alors que les Indes orientales, c'est l'Asie. D'accord? Donc là, sont représentées de façon un peu imaginaire, hein, les Indes orientales, et puis vous voyez les bateaux qui s'en vont avec au loin le soleil levant plus que le soleil se lève à l'est, comme vous le savez. Alors Colbert, évidemment, il souhaite que le royaume développe le commerce avec des lointains territoires qui vont être source d'importants profits, notamment le commerce des épices, des bois précieux, de l'or, de l'ivoire, etc. Ensuite, vous avez le document 5 qui indique que les riches et les puissants du royaume sont vivement incités à investir dans ces compagnies, à être des souscripteurs, d'après le texte, afin de favoriser leur développement. Par la même occasion, on leur indique, pour les motiver, qu'ils contribueront également à étendre la religion catholique, qui serait le principal intérêt de ces compagnies. Il est permis tout de même d'en douter. Le roi a lui-même investi près d'1 million d'or, donnant ainsi l'exemple à suivre. En effet, ces compagnies maritimes coûtent cher, notamment parce qu'il faut construire des navires, il faut payer des marins, il faut prévoir une cargaison, des sommes d'argent pour acheter de la marchandise. Le trajet est très long. Donc, se lancer à l'assaut des mers et des océans pour y faire du commerce a un coût très élevé. Donc, on a besoin, entre guillemets, d'investisseurs et le roi appelle à investir dans ces compagnies. Enfin, le document 6 témoigne du très fort développement de la marine et notamment de la marine de guerre, car il va falloir protéger ces compagnies commerciales, notamment celles du Levant et du Ponant. Alors le Levant, c'est la compagnie qui va aller vers les Indes orientales, là où le soleil se lève, alors que la compagnie du Ponant, ça va être la compagnie qui va se tourner vers le coucher du soleil, c'est-à-dire vers l'ouest, c'est-à-dire vers l'Amérique. Et là, il faut donc protéger ces navires des convoitises étrangères puisque les puissances étrangères pouvaient avoir à leur service des corsaires, c'est-à-dire des bateaux qui allaient arraisonner les cargaisons de leurs concurrents européens. Et il fallait également se méfier de ce qui existe toujours aujourd'hui, les pirates. De nombreux ports sont créés, comme par exemple le port de Lorient en Bretagne. Lorient, vous avez peut-être jamais fait attention, mais en fait c'est à l'origine ça s'écrivait L' Orient, puisque c'était un port qui permettait aux bateaux d'aller vers l'Orient, c'est-à-dire vers l'Est, donc la compagnie du Levant. Et d'autres ports sont fortifiés, comme les ports de Brest, toujours en Bretagne, mais aussi de Toulon, dans le sud de la France. Enfin, le petit c, je vous demandais de dire en quoi l'État joue un rôle moteur dans cette politique et quelles sont les différentes manières. Eh bien, l'État joue un rôle moteur en favorisant le développement des manufactures françaises, ce que l'on voit très bien dans le document 2, en imitant et en améliorant les meilleures industries des autres pays, toujours dans le document 2, en attirant les artisans étrangers les plus qualifiés en échange de privilèges, ce qu'on voyait avec le marchand hollandais dans le document 3, en créant des compagnies maritimes pour développer le commerce par-delà les océans et les mers, ce qu'on voit à travers le document 4 et le document 5. Et enfin, en développant la marine, donc ce qu'on appelle la marine, c'est la flotte, les ports, et son administration, document 6, qui ne cesse de gagner en effectif. Donc voilà, à l'aide de ce corpus-là, et notamment les derniers documents, document 5, document 6, eh bien, vous aviez un aperçu de ce qu'était la politique mercantiliste commerciale de Colbert, donc dans l'intérêt d'enrichir le royaume et de remplir les caisses de celui-ci, mais on verra que malheureusement, les très nombreuses guerres qu'a menées le roi Louis XIV durant son règne ont considérablement vidé ces mêmes caisses et rendu ce régime à la fin très impopulaire. Voilà, je vous remercie, j'espère que la correction vous aura apporté quelques éléments de compréhension et je vous souhaite une bonne fin de journée.